Quelle connerie je vais bien pouvoir faire. Dis donc. Non, non, même pas en rêve. Non. Voilà, fais demi-tour. Salut à tous, c'est Solène, j'espère que vous allez bien. Avant d'entamer cette vidéo et de rentrer dans le vif du sujet, première chose, je tiens à m'excuser si vous entendez des grelots derrière. C'est juste mon chaton de 5 mois qui a décidé de s'éclater au moment où je décide enfin de ressortir ma caméra. Et la deuxième chose, c'est que je tenais absolument à vous souhaiter une très belle et bonne, j'ai failli faire un espèce de mélange des deux mots, donc très belle et bonne année 2020. Voilà, mes meilleurs vœux, la santé, la joie, c'est le plus important. Entourez-vous de personnes positives, soyez positifs, positives vous-même également, c'est le plus important, et chassez toute la négativité qui peut venir dans votre vie, c'est primordial. Je savais pas trop comment commencer cette vidéo, je vous avoue, et je sais pas non plus où elle va aller, ni vraiment à quoi elle va ressembler, parce que j'ai plusieurs idées de vidéo, et ça c'est mon chat qui a trouvé comment monter dans la baignoire. Donc je n'ai absolument pas planifié cette vidéo, j'ai plusieurs idées de vidéos qui me sont venues en tête et j'avais envie de filmer en fait, ça fait un petit moment. Donc pourquoi pas essayer, pourquoi pas commencer et réessayer plutôt et voir si ça va et si je raconte pas trop de bêtises. Je vais donc vous parler de mes objectifs de lecture pour cette année 2020. J'ai décidé de me refaire un challenge Goodreads qui s'élève à 30 livres. Honnêtement c'est pas grand chose, c'est même rien du tout. Il y a encore 3 ans j'étais à plus de 90 livres à l'année je crois, donc voilà, je veux pas me mettre de pression non plus en termes de lecture, faut que ça reste un plaisir, mais j'aimerais quand même reprendre un rythme de lecture régulier parce que c'est vrai que ça me faisait énormément de bien. Là je sais très sincèrement que j'aurai moins le temps de lire entre le sport, entre le travail etc, les sorties avec les copains, mais je veux quand même que la lecture reste dans ma routine quotidienne, si je puis dire. Du coup, on va commencer cette vidéo avec les livres que j'ai lus en cette fin d'année 2019 et ce début d'année 2020. On va faire un espèce de petit update lecture en fait si vous voulez, bien que ça ne soit pas du tout le format que je préfère, étant donné que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo et que j'ai quand même lu quelques livres, je voulais faire un espèce de mini update vraiment sur les derniers romans que j'ai lus, donc c'est parti. En cette fin d'année 2019, donc j'ai lu quand même quelques livres et j'en ai lu déjà 2 en ce début d'année 2020, j'ai quasiment fini le 3e, donc je vous dis j'essaye vraiment de reprendre un rythme de lecture assez régulier. Fin d'année 2019, j'ai lu le premier tome de la saga Les Ombres de la Nuit, c'est de Kersley Cole, quelque chose comme ça. Donc j'avais acheté le premier intégral qui comporte 3 tomes et j'ai lu le premier tome et honnêtement ça m'a largement suffi. Autant j'ai dévoré le premier tome parce que c'est le type de roman en fait qui se lit très rapidement, pas forcément addictif par rapport au style d'écriture ou à l'histoire, mais c'est simplement que ça se lit vite et ça se lit bien, sans prise de tête. Et en fait dans cet univers on va rencontrer une jeune femme qui est mi-valkyrie, mi-vampire, qui se fait attaquer un soir dans Paris par un loup-garou qui s'avère être le roi des loups-garous tout simplement, et qui en fait est son âme sœur. Tout simplement, voilà, donc ça va créer quelques tensions parmi les différents clans, donc que ce soit les vampires, les loups-garous, les valkyries, etc. Et c'est un peu une course contre la montre qui commence à se mettre en place, puisque les vampires veulent récupérer du coup l'héroïne dont je ne me rappelle absolument pas du prénom, donc c'est pour vous dire. Le loup-garou très possessif, très protecteur, ne veut absolument pas la laisser s'en aller évidemment. On va jouer un petit peu sur les clichés et les gros stéréotypes. Et de l'autre côté on a les valkyries qui veulent également récupérer du coup l'héroïne qui a toujours vécu avec elle, et voilà. Et en même temps il y a une espèce de prophétie qui se met en place. Enfin, c'est un truc un petit peu bizarre, mais qui s'est lu, pardon, mais j'arrive vraiment pas à parler, qui s'est lu très rapidement. La chose c'est simplement que l'univers pouvait être très intéressant, mais le premier tome est vraiment basé sur la relation entre les deux personnages principaux, donc notre héroïne et le roi des Lycae. C'est Lycae, je sais plus comment on dit. Oh là là, j'ai un gros bug, c'est pas grave. Le roi des loups-garous. Et en fait le problème c'est que c'est vraiment de cette histoire de je ne t'aime pas mais moi je t'aime, donc suis-moi je te fuis, fuis-moi je te suis, c'est un petit peu dans cette idée là, et c'est loin d'être un chef d'œuvre en fait. Il y a dans certaines sagas ça passe très bien, sauf que là c'est un peu du vu et revu, et quand l'héroïne commence à avoir des sentiments envers le roi des loups-garous, j'ai pas spécialement saisi la transition, j'ai trouvé que c'était trop brut, que c'était pas assez bien amené, et c'est vrai que tout était concentré sur le sexe
et le fait que la différence entre les deux races en fait. Et j'ai pas trouvé que c'était la chose la plus intéressante à faire étant donné que c'est un monde qui est très riche, qui pourrait être davantage développé et on a du mal à saisir certaines subtilités je dirais. Donc je ne sais pas encore si je lirai la suite. Quitte à avoir l'intégrale, peut-être que je lirai les tomes 2 et 3, mais en toute honnêteté c'est vraiment dommage parce que je pense que c'est un univers qui mériterait d'être davantage exploité. Pumpkin! J'ai un petit chat qui est tombé dans la baignoire je crois. Super. Hop. Voilà, je vous présente Madame Pumpkin qui s'amuse à faire des bêtises. Hein, mamie? Mais non. Voilà, petite Pumpkin. L'un des autres romans que j'ai lu cette année, et je l'ai juste là, là c'était vraiment pour de la culture personnelle, donc rien à voir avec une œuvre de fiction, c'est Les Femmes de Game of Thrones, et c'est de Gisèle Fauché et c'est illustré par Célia Bauduc. Et Pumpkin, s'il te plaît, ne fais pas de bêtises, c'est tout ce que je te demande. Donc c'est un roman qui est sorti à la Toussaint à peu près, et je l'ai trouvé magnifique notamment de par les illustrations, puisque on va se concentrer sur les différentes femmes de la série Game of Thrones. C'est très intéressant, moi ça m'a beaucoup plu parce que c'est un petit peu en lien avec le sujet de mon mémoire de l'année dernière. J'ai travaillé sur la place des femmes dans la série télé Outlander, et j'ai comparé certaines choses par rapport à certaines femmes, certains types de femmes, stéréotypées ou non, qu'on a notamment dans Game of Thrones. Et j'ai trouvé que ce roman était extrêmement intéressant, et si vous êtes fan de Game of Thrones ou que vous vous intéressez à la place des femmes dans les séries télé ou dans les séries littéraires, je vous le conseille énormément. Et je suis désolée pour les espèces de bruitages que vous allez entendre, vous connaissez les chats et leur amour pour les cartons. Voilà. Je continue avec une duologie que j'ai lue donc en fin 2019, début d'année 2020. J'ai lu le premier tome à la Toussaint, c'est à peu près à cette période-là que je l'ai découvert, et le tome 2 est sorti fin d'année 2019. Et j'ai acheté le coffret de la duologie pendant les vacances de décembre, et en fait ça a été le premier livre que j'ai terminé en 2020. Le premier tome c'est Amour solitaire de Morgane Hortin, publié chez Albin Michel. Le deuxième tome s'intitule Une petite éternité, il est juste là. Et c'est la suite, du coup ce sont vraiment pas deux histoires à lire séparément, il faut vraiment quand même lire le premier tome. Et ce qui est extrêmement intéressant ici, c'est qu'en fait Morgane Hortin est une jeune autrice qui a ouvert un compte Instagram qui s'appelle Amour solitaire, vous pouvez aller le voir, je mettrai le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse, qui a commencé à recevoir des messages, des captures d'écran de messages d'amour, voilà, de personnes anonymes, et elle en a tellement reçu qu'elle a commencé à écrire une histoire basée sur ces échanges de messages d'amour en fait, tout simplement. Et elle a commencé, voilà, à créer cette histoire, à développer les sentiments des personnages en se posant des questions. Qu'est-ce que l'amour, comment est-ce qu'on le vit, qu'est-ce qu'un amour passionnel, qu'est-ce que l'amour avec un grand A, etc. Et j'avais pris une énorme claque en lisant le premier tome parce que je ne m'attendais pas à une écriture si belle et si poétique, à ce que des messages soient si forts, si beaux, et qu'on puisse les interpréter de manière tellement différente. J'ai lu le second tome donc fin 2019, je l'ai terminé en 2020, je l'ai terminé le 1er janvier, il était 3h30 du matin, je venais d'aller me coucher, il me restait 50 pages, je voulais absolument les lire. Et j'ai pris une claque avec le second également, et c'est typiquement le genre de bouquin, que ce soit le premier tome ou le deuxième tome, vous aurez beau les relire un nombre incalculable de fois, vous pouvez les interpréter de manière complètement différente. Ce sont des messages qui sont beaux, qui sont poétiques, qui peuvent parler à tout le monde et de manière complètement différente. Et je pense que c'est ça la puissance et la beauté de cette histoire, parce qu'on va suivre deux personnages qui se rencontrent, qui se découvrent, qui vont éprouver du désir l'un envers l'autre, qui vont commencer à tomber amoureux, qui vont eux-mêmes se poser des questions. Qu'est-ce que l'amour? Quels sont les impacts? Et en fait ces deux personnages, on ne sait absolument pas comment ils s'appellent, on va simplement suivre leurs échanges de SMS. Et c'est extrêmement beau, et c'est pour ça que ça peut avoir une signification pour tout le monde. Et ce chat est complètement d'accord avec moi. Si jamais vous connaissez pas Morgane Hortin, je vous invite déjà d'aller découvrir son Instagram, parce qu'elle poste pareil des... Pardon, mais Pumpkin, arrête. Elle poste des messages un peu similaires en fait, quasiment tous les jours sur son Instagram, et ce sont des messages qui sont très beaux. Et si vous êtes fan des messages, je vous invite fortement à découvrir les romans. Je peux savoir ce que tu fais, mademoiselle?
Des bêtises, oui, évidemment, sinon c'est pas drôle. On continue avec le premier roman que j'ai lu, que j'ai littéralement dévoré en 2020 du coup. Il s'agit du premier tome de la trilogie Grisha de Leif Bardugo. Je l'ai commencé le 2 janvier au matin, je l'ai terminé le 2 janvier au soir, quelque chose comme ça. J'ai totalement kiffé cette lecture et honnêtement ça faisait très longtemps que je n'avais pas pris le temps de me poser une journée complète avec un bouquin et de me perdre en fait dans un univers, et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. C'était en plus le premier roman de Leif Bardugo que je découvrais. J'avais déjà le premier tome de Six of Crows, mais sachant que la série ne va pas tarder à sortir, enfin va sortir du moins courant 2020, et qu'on m'a fortement conseillé de lire Grisha avant de lire Six of Crows, on va reprendre aux bases. Dans cette histoire, on rencontre Alina qui est une jeune femme orpheline qui a grandi et vécu avec son meilleur ami qui s'appelle Mal. Tous les deux se sont enrôlés dans l'armée, occupent différentes fonctions, différents postes, mais sont amenés à traverser ce qu'on appelle le Shadowfold lors d'une mission militaire. Le Shadowfold, c'est un espèce de nuage brumeux, épais, dans lequel il y a énormément de monstres, qui a divisé le royaume de Ravka en deux parties. Et le but de cette opération militaire, c'est de traverser le Shadowfold pour récupérer des vivres de l'autre côté et ensuite revenir. C'est quasiment une mission suicidaire, et lors de cette mission, forcément, ils se font attaquer par des monstres et Mal est grièvement blessé sur le point de se faire tuer lorsque Alina découvre des pouvoirs insoupçonnés et les utilise. Tout de suite, ça crée un petit peu la panique parce que tout le monde suppose qu'elle est une Grisha et centre d'une prophétie qui pourrait amener à la destruction du Shadowfold et donc du coup réunir les deux parties du royaume. Pour ce faire, du coup, elle est emmenée à la capitale. Et je suis désolée pour tout le bruit que vous entendez derrière. Elle est emmenée à la capitale sous la protection du Darkling. Le Darkling, c'est l'un des personnages les plus puissants du royaume. C'est le sorcier, le mage, le magicien, si je puis dire, le plus puissant du royaume. Notre chère Alina va être un petit peu sous sa protection et le Darkling décide de la former en tant que Grisha. Les Grishas sont des personnes dotées de pouvoir. Voilà, on a différents types de Grisha, il y a différentes castes qui sont de plus en plus nobles, si j'ai envie de dire. On voit vraiment qu'il y a une certaine hiérarchie entre les Grishas. Du coup, Alina se retrouve propulsée dans cette cour dont elle ne connaît pas grand chose et où tout semble extrêmement superficiel, et elle va vite se rendre compte que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. J'ai énormément aimé ce premier tome. Ce n'est pas un coup de cœur parce qu'il y a quelques petits points qui m'ont dérangé. Néanmoins, j'ai trouvé que c'était très prenant, l'univers est très intéressant, il y a quand même pas mal de choses qui se passent, même si j'en attends un petit peu plus sur les tomes 2 et 3, bien que j'en ai pas forcément entendu que du bien non plus. Donc voilà, j'ai quand même hâte de savoir ce qui va se passer pour pouvoir ensuite découvrir Six of Crows et ensuite King of Scars, parce qu'il me faisait énormément envie et je suis vraiment désolée pour tous les sons que vous pouvez entendre, les coups de griffe, etc. Ce chat est fin excité. Il y a un petit truc qui m'a un petit peu dérangé dans ce premier tome, c'est que j'ai trouvé qu'on se concentrait beaucoup sur l'apparence, le physique des personnages. Il y a eu beaucoup de comparaisons qui sont faites entre du coup Alina, notre héroïne, et d'autres personnages féminines, et je veux bien qu'on travaille sur le côté superficiel d'une certaine société qui est exploitée, mais j'ai trouvé que c'était un petit peu trop en fait, et du coup ça gâche un petit peu certains éléments qui eux mériteraient d'être davantage développés, parce que c'est quand même un univers qui est assez intéressant. Pas un gros coup de cœur, mais je l'ai quand même bouffé en une journée, donc une bonne découverte. Et pour terminer avec cette vidéo, très rapidement, je vous présente le livre que je suis en train de lire, que je vais terminer d'ici quelques jours, ou peut-être dans la journée si j'aurai le temps. C'est The Cruel Prince de Holly Black. Ça y est, j'ai enfin réussi à le sortir de ma palle et vraiment à me mettre dedans. C'est au moins ma 4e tentative de lecture de ce premier tome. Et c'est vrai que c'était un petit peu compliqué jusqu'à maintenant parce que The Cruel Prince, c'est le genre de bouquin où tu sais qu'il est bien, tu sais que tu vas accrocher, mais il te faut impérativement du temps pour te mettre dedans, parce que c'est pas le genre de bouquin où tu peux te permettre de lire un chapitre par-ci par-là. C'est vraiment le genre de bouquin où il faut te poser, lire plusieurs chapitres d'un coup pour vraiment rentrer dans l'univers et saisir les différentes subtilités qu'on peut y trouver, parce que c'est quand même un univers qui est assez riche, assez particulier, qui demande qu'une chose, c'est d'être exploité, avec un personnage principal, une héroïne qui un caractère bien trempé, même si on saisit pas mal de choses du premier coup. C'est vrai que
il faut se mettre dedans. Après c'est voilà, c'est le genre de bouquin, tu sais que tu te mets dedans au début et après ça roule sans problème. Pour l'instant c'est une petite pépite, franchement je le trouve excellent. J'adore, je le trouve extrêmement bien développé, extrêmement bien construit. J'ai hâte de savoir ce qui va se passer, quelle péripétie notre héroïne va devoir... à quelle péripétie notre héroïne va devoir faire face tout simplement, en connaître davantage sur certains personnages secondaires qui sont très importants et en fait j'avais vu des fan art de la série donc je m'étais fait quelques petites hypothèses et en fait mes hypothèses sont toutes tombées à l'eau donc c'est ça qui est vachement bien. C'est l'une des premières séries que je lis alors que j'avais vu des fan art avant. Et je m'étais fait tout un tas d'hypothèses et ces hypothèses sont fausses. Et c'est l'une des premières fois que je n'arrive pas à deviner forcément ce qui se passe. Je sais pas où l'autrice nous emmène, je sais pas vraiment ce qui va se passer. Et ça franchement c'est vachement cool parce que par exemple la série Throne of Glass, j'ai vu tellement de fan art défiler que j'ai pas encore terminé la série mais je sais à peu près ce qui se passe. Donc c'est un petit peu embêtant de ce côté-là. Voilà, pour The Cruel Prince c'est pas encore le cas et pour vous dire j'ai reçu The Wicked King qui est juste derrière moi et j'ai le 3e tome The Queen of Nothing qui doit arriver d'ici peu parce que je sais que c'est une saga que je vais complètement kiffer et j'ai hâte de savoir ce qui va se passer et sur quel type de cliffhanger, j'espère qu'il va y en avoir un, l'autrice va nous laisser. J'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires quelles sont vos dernières lectures, ça m'intéresse parce que ma palle a diminué et j'aimerais la réaugmenter un petit peu. Je pensais pas que je réussirais à dire ça un jour. Et voilà, j'espère que vous avez passé un très bon début d'année et en attendant de nouvelles vidéos, je vous souhaite à tous et à toutes de passer de bonnes lectures. Prenez soin de vous. Ciao!